Bonjour à tous. Au début de cette année, je suis tombée sur un reportage Arte du 14 septembre 2019 qui parlait de l'influence de l'alimentation sur notre cerveau et notre santé mentale. C'était particulièrement intéressant et je vous invite donc à aller le regarder si vous avez le temps. Il dure environ 50 minutes. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou pas le courage de le regarder, le but de cette vidéo c'est tout simplement de résumer ce reportage. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En plus, durant cette période, j'essaye de sortir 2 vidéos par semaine pour vous donner un maximum de contenu sur des sujets variés concernant l'alimentation et la santé. Bon, je vous laisse avec la vidéo. J'ai séparé ce reportage en 7 grandes parties. La première concerne la relation entre la nourriture de la mère et son fœtus et la nourriture de l'enfant. La deuxième concerne les carences et leurs effets sur le cerveau. La troisième concerne les effets de l'alimentation sur notre comportement. La quatrième partie concerne les effets de l'alimentation sur nos décisions. La cinquième partie concerne les effets de la malbouffe sur notre cerveau. La sixième concerne les effets du sucre sur notre cerveau. Et enfin, la septième et dernière partie concerne le microbiote intestinal. Notre cerveau se construit durant la grossesse et il n'est pas nouveau que l'alimentation de la mère a un impact sur le bon développement de son enfant. En Australie, une étude a été réalisée pour comprendre quelles étaient les conséquences d'une mauvaise alimentation durant la grossesse sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant durant ses 5 premières années. Une seconde étude nous montre que les femmes dont la prise alimentaire durant la grossesse serait concentrée sur des produits transformés, des boissons sucrées, etc., auraient des enfants plus susceptibles d'être agressifs, colériques et capricieux. Ainsi, l'alimentation de la mère pourrait impacter le cerveau de l'enfant. Cette fois, on part en Norvège pour une étude qui démontrerait que l'alimentation de l'enfant durant sa croissance aurait un impact sur la santé psychique de l'enfant. En effet, ceux consommant plus de junk food et moins d'aliments sains seraient plus susceptibles d'avoir ces comportements agressifs, colériques et capricieux, mais ils sont aussi plus susceptibles de ressentir de la tristesse et de l'anxiété et font aussi plus de cauchemars. Ces 2 études étant depuis supportées par d'autres dans le monde entier, l'alimentation de la mère et de l'enfant a bien un impact sur le comportement des enfants durant leur croissance. Les carences alimentaires ont aussi leurs effets. La junk food, qui est vide de nutriments, n'apporte pas ce dont le corps et les neurones ont besoin. Ainsi, en consommant plus que d'aliments sains et riches en nutriments, il est facile de se retrouver en carence. Une étude a été menée à Bordeaux sur l'effet des carences sur le cerveau des souris. Celles-ci, carencées en oméga 3, sont placées dans des boîtes comprenant 2 parties. Une partie éclairée et une partie sombre. Les souris carencées ont tendance à rapidement aller dans la partie sombre de la boîte pour ne plus en sortir. Ce comportement est synonyme chez la souris de stress et d'anxiété. L'explication biologique est que notre cerveau est, après le tissu adipeux, l'organe le plus riche en graisse et principalement en oméga 3. En effet, la matière grise est composée à 90% de graisse. Ces oméga 3 vont s'incorporer dans les membranes des neurones et leur donner une flexibilité permettant une meilleure connexion entre eux et améliorant leurs propriétés électriques. La quantité d'oméga 3 dans le cerveau est donc cruciale pour rendre les cellules plus efficaces. En cas de carence en oméga 3, les prolongements des neurones sont réduits et la connexion neuronale diminue. Cependant, le corps ne sait pas synthétiser lui-même ces oméga 3. Il est donc indispensable de les apporter par notre alimentation. Malheureusement, à l'heure actuelle, les sources principales d'oméga 3 se raréfient dans les pays industrialisés. Le poisson gras, les huiles végétales, les fruits oléagineux, etc. Et la population générale est carencée en oméga 3. Que se passe-t-il en cas d'alimentation pauvre et peu variée pour les neurones ? Pour imaginer cela, on utilise l'histoire du grand hamster de la plaine d'Alsace, dont la population décline depuis les années 60 et qui est aujourd'hui au bord de l'extinction. Durant cette même période, on a observé une augmentation de la culture de maïs dans la région. Les scientifiques ont donc décidé d'observer ces animaux et ont remarqué lors de la reproduction des troubles du comportement chez les femelles, qui se traduisent par une agressivité, une hypersensibilité au bruit et surtout 80% des femelles qui dévoraient leurs petits dès le premier jour après la naissance. En cause, une carence en vitamine B3 due à leur alimentation actuelle, composée principalement de maïs qui n'en contient pas.
En effet, une fois les hamsters supplémentés en vitamine B3, ils ont retrouvé un comportement tout à fait normal. Ainsi, un régime carencé cause chez cette espèce des problèmes comportementaux. Pour savoir si les carences pourraient avoir un tel effet sur l'homme, les scientifiques ont utilisé des archives de la Grande Guerre de Hollande. En effet, à cette époque, des femmes enceintes ont souffert de la famine et ont donné naissance à des enfants qui, plus tard, vers 18-19 ans, ont montré des troubles de sociabilité plus importants que les gens du même âge venant d'une autre époque. Une seconde étude a été réalisée dans 8 prisons, où on a donné des suppléments en minéraux, vitamines et acides gras à des prisonniers pour ensuite mesurer leur agressivité. On remarque que les placements en isolement et les incidents ont été réduits chez les prisonniers prenant des compléments alimentaires. Depuis, de nombreux travaux établissent un lien entre violence et qualité de l'alimentation au quotidien. Enrichir la nourriture en vitamines, acides gras et minéraux pourrait donc permettre de réduire l'agressivité. L'alimentation influe notre comportement, mais peut-elle aussi influer nos décisions ? Les scientifiques ont donné un petit déjeuner à des patients, puis leur ont posé un dilemme présentant une situation d'injustice. On remarque qu'une même personne prend une décision complètement différente en fonction de ce qu'elle a mangé au matin. Quand le patient a consommé un petit déjeuner plus riche en protéines, il se montre plus tolérant aux offres injustes. A l'inverse, le sujet ayant consommé un petit déjeuner riche en glucides se montre plus intransigeant face à ces mêmes offres. Ce mécanisme s'explique encore une fois biologiquement. La tyrosine est une molécule qui entre dans la composition d'une protéine très importante pour le fonctionnement du cerveau, la dopamine. Cette molécule assure la communication entre les neurones impliqués dans la motivation et la prise de risque. Les personnes qui présentent un taux plus élevé de tyrosine dans le sang sont ceux qui acceptent plus facilement les offres inadéquates. Ainsi, l'augmentation de tyrosine, donc protéine, dans le sang, augmente la quantité de dopamine dans le cerveau, qui à son tour change le comportement. Dans la mesure où nous mangeons 3 fois par jour, chaque jour, la nourriture possède un immense pouvoir, celui de modifier et de modeler l'homme. Il est donc indispensable de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous servir de l'alimentation pour favoriser notre bien-être ou optimiser notre état mental. Qu'arriverait-il si nous ne nous nourrissions que de junk food ? Une recherche en Australie permet de répondre à cette question. Des rats sont nourris à la junk food pour reproduire nos habitudes alimentaires occidentales. On observe plusieurs conséquences à cette malbouffe. Premièrement, le rat double ses portions alimentaires. Il n'est jamais rassasié. Mais on découvre aussi un impact de cette alimentation sur la mémoire du rat. En effet, une expérience a été réalisée et nous montre que des rats nourris à la junk food ont une altération de leur mémoire spatiale qui en temps normal est très bonne. On observe aussi chez le rat comme chez l'homme une altération de l'hippocampe, qui est une partie du cerveau indispensable à l'apprentissage et à la consolidation des souvenirs. 4 jours d'un régime de malbouffe suffisent à altérer les fonctions cognitives liées à cet organe, car sa taille est réduite. De plus, il existe un mécanisme inflammatoire, bien connu chez les personnes souffrant d'obésité, qui se propagerait aux neurones. Ce mécanisme apparaît dans un cadre chronique chez les patients obèses, mais on a découvert qu'il pourrait apparaître de façon aiguë chez les personnes qui se nourrissent de junk food. En effet, le taux de molécules inflammatoires augmenterait en fonction de l'alimentation. On pensait les neurones épargnés par le phénomène inflammatoire lié à l'alimentation, mais la barrière qui protège normalement le cerveau des molécules inflammatoires peut être détériorée par l'alimentation et devenir poreuse, laissant ainsi passer les molécules inflammatoires. Chez les souris suralimentées, certaines cellules immunitaires du cerveau se mettent à dévorer les neurones. Ces cellules mangent normalement les neurones qui sont morts. Or, quand ces cellules sont déréglées, notamment dans l'alimentation déséquilibrée, elles se mettent à manger des neurones vivants et elles vont détruire ou participer au mauvais fonctionnement du cerveau. Un chercheur nous dit pendant le documentaire une phrase très intéressante. Cela fait 30 ans que l'on dit aux gens « Arrêtez de manger ça, vous allez devenir obèse, malade, diabétique, faire des crises cardiaques, et cela ne change pas les comportements alimentaires. » L'espoir est que si les consommateurs comprennent que ce qu'ils avalent est vraiment important pour la santé de leur cerveau et celui de leurs enfants, cela aurait un impact plus profond sur leurs choix alimentaires. Je ne sais pas s'il a raison, mais cela donnerait une raison de plus aux gens pour manger mieux. On
a réalisé une mesure de l'activité électrique des neurones et des potentiels d'action. Un potentiel d'action, c'est juste la manière dont les neurones transmettent l'information au cerveau. Lorsque l'on augmente la concentration en glucose, l'activité électrique des neurones est augmentée. Il y a donc plus de potentiel d'action que quand il n'y a pas de glucose. Le glucose aurait la capacité de modifier des zones cérébrales entières, notamment celles qui contrôlent les émotions et le plaisir. L'addiction et la dépendance au sucre fait l'objet de recherches dans les laboratoires et on remarque que le pouvoir addictif du sucre s'apparente à celui d'une drogue. On réalise une expérience. On élève des rats avec de la cocaïne et du sucre. Puis, après des semaines, l'animal avait un choix, la cocaïne ou une boisson sucrée. Le rat choisit la boisson sucrée 4 fois plus souvent. Le sucre aurait donc un potentiel addictif plus important qu'une drogue dure comme la cocaïne. Le problème qui se pose est que dans notre société actuelle, on trouve du sucre dans tout, même dans des aliments qui ne sont pas censés en contenir, comme par exemple des soupes. Une recherche dans l'Oregon montre que chez les gens qui n'ont pas l'habitude de consommer des produits sucrés, le circuit de la récompense s'active facilement et de manière très forte. En revanche, chez ceux qui mangent souvent des produits sucrés, il n'y a presque pas de réaction. Cela montre que la consommation habituelle d'aliments très sucrés réduit le plaisir que l'on ressent quand on en mange. En effet, la région de récompense qui se trouve dans le cerveau est très sensible à la consommation de sucre, mais trop en manger finit par atténuer sa réactivité. Ceux qui consomment des drogues très régulièrement présentent une tendance très similaire, et ils doivent augmenter leur consommation pour ressentir le plaisir. En cause, la réaction du circuit de la récompense lorsqu'ils consomment trop de ce qui leur procure du plaisir. Le sucre agirait donc sur notre cerveau de la même manière qu'une drogue. Autre effet plus subtil, le cerveau, après un régime trop riche en sucre, devient hypersensible aux images de nourriture. Donc plus on consomme régulièrement du sucre, moins le circuit de la récompense s'active, mais il s'active d'autant plus quand on perçoit une image annonçant que l'on va peut-être en manger. C'est ce mécanisme qui incite à manger sans avoir faim. Une étude a été faite sur des mouches et nous montre que ce qui oriente le plus souvent les choix alimentaires sont souvent les carences. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a en effet découvert que l'intestin de ces mouches était colonisé par des bactéries spécifiques qui inhibent l'envie de protéines. Ainsi, au moment de manger, les mouches sont dirigées par les bactéries présentes dans leur intestin. Chez les mammifères aussi, les bactéries de l'intestin interviennent dans notre comportement. Quand on transplante des bactéries de souris anxieuses chez des souris normales, le taux d'anxiété de ces dernières augmente et vice-versa. On peut normaliser le stress des souris anxieuses grâce aux bactéries des souris normales. Ce lien entre notre microbiote intestinal et le cerveau s'explique par un nerf qui traverse le corps, le nerf vague. En effet, si on coupe le nerf vague, les effets liés à certaines bactéries disparaissent. Le microbiote serait donc une sorte d'intermédiaire entre la nourriture et notre cerveau. Le principal facteur influençant la flore intestinale est la nourriture que l'on consomme. La diversité de l'alimentation est essentielle, car de notre naissance à notre mort, elle détermine la composition du microbiote. Notre bien-être dépendrait donc entre autres de celui de nos bactéries intestinales. C'est de là que vient l'idée de se servir de l'alimentation pour cajoler son cerveau et ménager sa santé mentale. Un régime particulier est mis en avant dans ce cadre-là, c'est le régime méditerranéen. Ce régime est composé de beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, de noix et graines, de poissons et d'huile d'olive. C'est parce que ce régime est très varié et équilibré qu'il permet une plus grande diversité du microbiote qui vit dans nos intestins. Une étude a été réalisée sur des patients dépressifs et nous montre une amélioration des symptômes après que les patients aient adopté un régime plus équilibré et pour certains un régime méditerranéen. Pour conclure, d'autres pistes sont en cours de recherche. Par exemple, les épices utilisées dans les médecines traditionnelles, les fruits rouges qui protégeraient grâce au polyphénol contre le déclin de la mémoire, etc. Ainsi, un régime alimentaire diversifié, varié et qui évite les produits transformés, le sucre et la junk food serait le meilleur moyen de protéger notre cerveau. Pour finir, sachez que toutes les études qui sont présentes dans ce documentaire sont retrouvables facilement sur internet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner en pensant à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, mangez bien et on se retrouve samedi.